Donc, la première session aujourd'hui, c'est comprendre le poids écologique et éthique du numérique. Et pour cette première session, nous aurons avec nous Bella Lotto-Ifler de Point de Mire. C'est la fondatrice donc, de la Maison de l'Informatique Responsable, mais formatrice et consultante. Elle animera toute la première partie de cette session 1. Ensuite, nous aurons Maxime Gage, co-auteur de Déclic, qui nous parlera notamment plutôt de l'aspect éthique du numérique et notamment du poids des GAFAM et notre relation à leurs outils. On va attaquer tout de suite avec Bella, du coup, sur l'introduction. Quand j'ai contacté Bella pour parler de cette thématique, une de ses premières réactions, c'était sur la manière dont on parle de ces questions et notamment du terme de sobriété numérique. Du coup, Bella, je vous donne la parole sur les mots pour le dire. Avec plaisir. Merci beaucoup d'ailleurs pour votre invitation. J'apprécie beaucoup cette démarche que vous avez, puis la façon dont vous l'avez structurée et puis tout le travail qui est derrière. Donc, félicitations à tous. Et merci Anne pour cette sollicitation. Je suis bien contente, d'autant que jusque-là, nous avons été sollicités pour participer à des événements généralistes sur le numérique plus responsable. Et finalement, avec la maturité, ou en tout cas la tendance générale et de plus en plus d'intérêt sur ce sujet-là, fait qu'il y a des demandes sectorielles, et c'est votre cas. Donc c'est formidable parce qu'on est maintenant à la phase 2, j'ai envie de dire, où les secteurs d'activité commencent à se dire, et nous, comment on pourrait faire avec nos contraintes, nos particularités, etc. Je suis d'autant plus ravie que c'est le monde du spectacle, du théâtre. Et ça fait écho à Après, j'en viendrai à la réponse, mais ça fait écho à une intervention que j'ai faite à Metz dans le cadre du réseau LoRa. Donc, ça m'a fait penser à vous, qui est un réseau de l'art contemporain et qui se pose les mêmes questions aussi au niveau du secteur précisément. Voilà, de l'art contemporain. Donc c'est formidable, c'est très bien, il est temps de s'y mettre. Oui, la question, alors moi je me suis souvent posé des questions terminologiques, quels que soient les domaines sur lesquels j'ai travaillé. Je m'interroge, alors évidemment, on aurait presque pu biffer volontairement, ça n'aurait pas été très joli, mais on aurait pu biffer numérique vert, numérique propre, clairement, tout le monde l'a compris déjà avant même que je le dise. On pourrait presque biffer d'autres trucs d'ailleurs, mais pour l'instant, effectivement, numérique vert, numérique propre semblerait être des oxymores parfaits. Donc, je présume que tout le monde s'est déjà interrogé sur cette question. Je vais continuer à m'interroger sur cette notion de sobriété numérique qui est pour moi... alors, je suis amenée à évidemment utiliser cette expression comme tout le monde désormais, puisqu'elle a été précisément choisie, ou en tout cas adoptée par tous, y compris par les pouvoirs publics, depuis peu de temps. Alors, l'expression elle-même, pas la pratique, hein, hélas, mais ça viendra. Et pour moi, le problème de cette terminologie-là est que quand on parle de sobriété, bah, ça veut dire aussi qu'on est forcément dans... Et il semblerait que notre société soit vraiment complètement dans l'ébriété numérique. Alors, est-ce qu'on veut y échapper? Est-ce qu'on veut faire quelque chose? Sans doute que oui. Sinon on ne serait pas là. Mais du coup, moi je crois que si on continue la comparaison, pas à l'extrême, mais la comparaison vraiment à râler pâquerette, ça implique que, enfin je ne vois pas comment on peut passer de d'ébriété pardon, à sobriété sans passer par la case sevrage ou une case un peu particulière. Et donc il me semble que c'est une terminologie qui n'est pas forcément extrêmement adaptée, mais elle a le mérite d'exister. C'est le problème aussi qu'on peut rajouter, c'est le côté je dois me priver de quelque chose. Alors moi, je ne suis pas contre du tout, mais ça peut ne pas forcément être très engageant. Voilà. Ensuite, pour avancer un petit peu, numérique responsable, effectivement, on l'a indiqué. Pour notre part, en tout cas en ce qui concerne Point de Mire, la maison de l'informatique plus responsable, justement, elle rajoute le plus maintenant entre les deux mots pour montrer qu'il y a une tendance vers, mais qu'on est bien conscient qu'un numérique responsable ne peut exister, ou en tout cas un numérique durable n'est pas possible. Oui. Sachant que, et on va le voir plus tard, c'est sous-tendu. C'est un bon enchaînement avec la vidéo que vous nous avez suggérée.
je absolument. pense. Alors, on a décidé de la mettre en premier parce que ça faisait sens de démarrer comme ça. Je vous invite à regarder la bande-annonce de Welcome to Sodom. On a visiblement un problème et il n'y a pas de son. Il n'y a pas Pas de son. Il y en a, mais il est très très faible de mon côté. Il y est, hein, sous-tendu, léger. Ah, le son est arrivé d'un seul coup. Le son ne fonctionnait pas bien, j'ai pu le relancer en enlevant mes écouteurs. Donc, vous aviez le son en direct de mes enceintes. Je ferai ça à chaque fois qu'il y a une vidéo pour la suite. Du coup, Bella, je vous laisse Avec plaisir. la parole. Ouais, merci Anne, avec plaisir. Alors, le fait qu'on n'ait pas eu le son, effectivement, c'était pas dramatique au départ. Après, il y a quelqu'un qui a fait un peu d'humour en disant c'était mieux sans. Je regrette qu'on dise ça. Pourquoi? Parce que, alors après, c'est une question d'esthétique. Mais en fait, c'est de la musique qui a été faite sur le site hein, par les jeunes gens en question, par 2-3 gamins. Donc, c'est vraiment une musique du cru faite dans un studio de fortune sur le site lui-même. Ah, c'était un joke. Ok, très bien. Non, mais je pense que c'est parce qu'on l'a pris très fort dans les oreilles tout d'un coup. C'est pour ça. C'est vrai. En tout cas, voilà. Donc, c'est de la musique qui a été faite par des gamins du cru. À Bogloshi, Ghana, Accra, c'est vraiment, vraiment la plus grande déchetterie, le plus grand dépotoir, c'est ce que nous on appelle les poubelles du monde, et qui a pris le relais de. Avant, au départ, c'était un grand site qui croisait, qui faisait rencontrer les oiseaux migrateurs, et c'est devenu la plus grande poubelle électronique au monde. Ce magnifique long métrage qui dure 1h30 a été fait il y a 2 ans, et il filme en fait des scènes vraiment de fin de vie de nos déchets d'équipements électriques, électroniques, ce qu'on appelle les D3E ici, et qui sont donc déversés à hauteur de, grosso modo, 70% de nos déchets électroniques sont déversés pas seulement à Bogloshi, bien sûr, mais sont exportés de manière illégale. Du coup, la fin de vie, la dernière étape de notre cycle de vie est un vrai problème. C'est dramatique, tant du point de vue sanitaire, humain, etc. Alors, moi, je vous invite à regarder, à voir ce magnifique documentaire. Et alors, il est disponible, je crois, en vidéo, mais pas en streaming et certainement pas gratuitement. Il y a des auteurs derrière, donc il faut bien s'en occuper. Alors, peut-être puis-je, Anne, enchaîner directement sur la notion de cycle de vie. Je veux bien rester sur la précédente. D'accord. Ouais.
Mais voilà, je vais enchaîner là-dessus, parce qu'effectivement, Abogloshi évoquait cette dernière phase, à savoir la fin de vie, avec pollution de l'eau, de l'air, des sols, etc. Il se trouve que nous avons, en numérique, on a tendance à simplifier, entre guillemets, les étapes de ce cycle de vie. Bien évidemment, il y a du transport, bien évidemment, il y a beaucoup, beaucoup d'étapes intermédiaires. C'est le cas d'un smartphone qui va faire 4 fois le tour du monde pour être fabriqué, par exemple. Mais voilà, ce n'est pas forcément l'étape la plus impactante, loin de là. Alors, il y en a une qui est particulièrement dure à entendre, en tout cas qui va être impactée majoritairement, c'est l'étape d'extraction-fabrication, donc la première étape de notre cycle de vie, qui va effectivement être autour de 2/3 à 3/4 des impacts environnementaux. Ce qui veut dire concrètement que si j'achète neuf, je dis bien neuf, du matériel, ma dette environnementale est de 70 à 80%. Voilà. Alors, c'est majeur. Ça, on pourra justement en reparler dans les pratiques et les bonnes pratiques. Mais toute cette phase d'extraction, notamment en fabrication, mais surtout l'extraction, pourquoi est-elle aussi impactante? Parce que l'extraction des minerais, c'est une des industries les plus sales au monde. Elle génère et elle a besoin de beaucoup de chimie pour pouvoir faire que les minerais deviennent des composants qui puissent être sur nos jolies cartes mères, que ce soit téléphone portable, ordinateur, tablette et compagnie, tout objet numérique. Et par conséquent, cette extraction sale, chimique, toxique va effectivement, malheureusement, faire que la pollution va être de différentes natures, sol, air, eau, perte de la biodiversité, parce que si on balance des choses dégoûtantes dans l'eau, évidemment que nos poissons ne sont pas très contents. Là, je fais une plaisanterie, mais ceci dit, c'est vraiment terrible. Et puis, ça nécessite aussi, ça implique des déplacements de population, notamment en Amérique latine, mais pas seulement, des déplacements de population, etc., etc. Donc, vraiment, il faut avoir en tête que cette extraction-fabrication est absolument majeure, et c'est pour ça qu'il faut l'avoir vraiment il faut vraiment remettre notre curseur un peu au bon endroit, idéalement, si l'on peut, et ne pas se focaliser sur le seul usage, qui est la deuxième étape, et qui est aussi évidemment impactant, mais beaucoup moins que la première étape. La troisième étape, on a vu un petit extrait, effectivement, moins mesurée, moins mesurable, et elle est tout aussi, enfin, il faut vraiment s'en emparer. On aura l'occasion sans doute aussi d'en parler lors des bonnes pratiques, en tout cas de la partie concrète. Voilà. Donc là, en fait, juste cette slide pour vous dire qu'effectivement, il y a un lien absolument étroit entre l'énergie et les métaux. Si on devait faire une comparaison que j'aime bien, c'est-à-dire avoir finalement le numérique a besoin de 2 types de seringues, 2 types d'éléments, 2 types d'alimentation. C'est d'un côté l'énergie, bien sûr, et notamment pour extraire les métaux, mais pas seulement. Et puis les métaux pour pouvoir composer, pour pouvoir fabriquer nos matériels. Il faut savoir que, par exemple, un smartphone contient une 50aine de métaux différents et un laptop ou un ordinateur aura en gros 70 métaux différents. C'est cette diversité, cette multiplicité qui pose de gros soucis. Et les impacts, donc, vont être de différentes natures. Je les ai cités tout à l'heure, l'air, l'eau, les sols, la biodiversité, le fait d'avoir effectivement du déchet, le fait d'avoir et d'épuiser les ressources abiotiques, donc les ressources naturelles non renouvelables. Le puits n'est pas sans fond. On se sert. On ne s'est jamais autant servi depuis 30 ans que depuis le début de l'humanité, au niveau des métaux, par exemple. Donc ça, c'est quelque chose aussi qui est bien d'avoir en tête. Et évidemment, alors j'ai détaché un tout petit peu les émissions de gaz à effet de serre, vous le voyez à droite en haut. Pourquoi je les ai détachées un petit peu? Parce que c'est un peu, je dirais, la star de service, quoi. Les émissions de gaz à effet de serre, quand on pense pollution, quand on pense écologie, tout ça, on nous ressort toujours ça, ce qui est juste, hein, il n'y a pas de souci. Mais c'est un des effets, ce n'est pas le seul, loin de là, c'est celui qui va effectivement contribuer au dit dérèglement climatique. Mais il faut vraiment penser que les autres indicateurs sont dans toutes ces cellules que j'ai citées
Et notamment, enfin, je pourrais les redonner tout à l'heure, la notion aussi de consommation d'énergie, et puis de tension sur l'eau douce, on verra, etc. Ouais. On a une slide après sur la question de l'énergie et les gaz à effet de serre, d'ailleurs, qu'on partagera. Vous nous listiez, pour qu'on ait bien conscience, le type d'équipement aujourd'hui que des personnes utilisent et qu'en fait, on est sur une moyenne de 8 équipements par utilisateur. Oui. C'est ce qui a été évalué par Green IT en 2019. Et que parfois, on ne se rend pas compte du nombre d'équipements et du coup de la pollution qu'on a générée en achetant ces équipements neufs, notamment. Chacun peut faire dans sa tête, s'il a envie, le décompte surtout de la partie de la colonne de gauche, en fait, parce que la colonne du milieu et de droite, elle nous échappe parfois, de se dire, bah oui, c'est vrai, qu'est-ce que j'ai à la maison, qu'est-ce que j'ai au bureau, etc. etc. J'attire votre attention sur, en effet, 8 équipements par utilisateur en 2019 au niveau mondial, et au niveau, donc toujours par la même source, greenIT.fr, on est très mauvais élèves en France, puisque nous sommes, je crois, si mes souvenirs sont bons, à 11 équipements par utilisateur. Donc, on est plus gourmand encore, plus consommateur encore, à tous les niveaux. D'ailleurs, je crois, oui, je ne sais plus si on l'a mis celle-là, cette slide. J'inviterai à ce document qui a été édité par l'ADEME. On en donnera le lien dans le compte-rendu de la journée, mais qui permet aussi de reprendre des chiffres sur ce que représente la galaxie numérique dans le monde et avec certains chiffres qui concernent les Français, qui pourraient intéresser les participants. Je passe à la vidéo suivante qui parle plus d'usage pour le coup. Et notamment, c'est une vidéo réalisée par The Shift Project. Le Shift Project, c'est un think tank qui s'est approprié la question de la sobriété numérique en 2019 et qui a fait un rapport qui a fait beaucoup de bruit. C'est lui qui a notamment contribué à l'essor de cette notion dans les médias, même si ce n'était pas le premier. Un Green IT qui a travaillé sur des questions de cet ordre-là le fait depuis les débuts des années 2000. Mais en tout cas, ça a eu le mérite de mettre un pavé dans la mare et ils ont aussi, par exemple, beaucoup pris la parole sur la question de la 5G récemment et ils ont réalisé cette vidéo. Je trouvais intéressant de la sélectionner parce que la question de la vidéo, c'est un usage qu'on a beaucoup dans nos lieux. Et donc, c'est intéressant de voir ce que ça représente. Je la lance et j'espère que vous aurez le son. N'hésitez pas à faire signe. Julia is aware of the environmental issues. She is therefore striving to reduce her energy and environmental impact as much as possible to avoid irreversible climate change. She, therefore, pays attention to her consumption, whether in terms of food, clothing, or transport. But what Julia does not suspect is the growing impact of her use of digital technology. Julia has been wanting to buy a new phone for some time. She changes it every 2 years like most people. The manufacturer of this telephone requires the extraction of rare, non-renewable mining resources. The greenhouse gases emitted during the extraction phase, manufacturing, and the transport of the final product represent 90% of the emissions generated by the life of this telephone. The remaining 10% is issued during the period of use when the phone is charged. When Julia goes on the internet with her phone, she multiplies by 9 the CO2 emissions related to the use of her phone, especially because of video streaming. To play a video, Julia's phone must establish a connection to the internet and then to the data centers where the video is stored. The information then makes the opposite journey so that the video finally arrives on Julia's phone. Video accounts for 80% of the world's data traffic and is roughly equally distributed among 4 main types of uses: movies and series, YouTube, social networks, and pornography. Worldwide, the energy impact of data is increasing. This leads to carbon emissions, and at this rate, digital could account for 7% of the world's CO2 emissions in 2025. That's almost as much as all cars today. The resources of our planet will not be able to sustain such an evolution. To control our impact, we will have to arbitrate our uses and decide which ones are the most essential, and in what quantity, collectively, and on a large scale. Julia has already started to change her habits. She has finally decided to keep her old phone for another year, and has limited herself to 1 hour of video streaming per day. It's high time to question the true benefits of our digital consumption. The viewing of this video emitted 8.7 grams of CO2. Will you dare to question your choices for real?
En regardant cette vidéo, ça me faisait l'écho que, par exemple, nous, en organisant ce webinaire Zoom, on génère énormément de CO2. C'est une question qu'on s'est posée aussi en l'organisant. On l'a maintenu quand même, mais en fait, tous nos usages ont un impact numérique indéniable. J'enchaîne sur cette slide, Béla, sur l'explosion des données qui est assez impressionnante. Absolument. Alors, effectivement, vous savez que la datasphère, donc tous les octets qui sont générés, que nous générons toutes les minutes, toutes les secondes, là, nous sommes en train de le faire effectivement tous, autant que nous sommes, génèrent des octets. Donc là, on est en zeta-octet, c'est-à-dire effectivement, c'est l'unité de plus en plus haute. Alors, souvent, on ne sait même plus trop ce que ça veut dire, mais un peu arrêté au terrain. Mais en zeta-octet, donc on serait en 2025 à 175, alors c'est mondial, hein, alors qu'effectivement, là on est à 40 en 2020. Donc c'est très préoccupant parce que c'est vraiment une explosion. Alors je voulais juste préciser par rapport à un petit détail qui a été donné, c'est qu'effectivement, c'est pas un nouveau rapport sur la sobriété numérique du Shift qui est sorti il y a quelques jours. Là, je fais écho juste au petit chat. Mais le prolongement, plutôt, comment effectivement le déployer cette sobriété. Je ne savais pas qu'on pouvait déployer une sobriété. Moi, j'ai appris ça. Au niveau de la tournure, c'est assez étrange. Mais en tout cas, le gros travail du Shift continue. J'attire juste votre attention sur le fait que effectivement, l'explosion des données, c'est un vrai sujet et on y contribue quand on stream, bien entendu. Mais après, le streaming reste toujours dans l'usage et même si ça nécessite, enfin, ça consomme de l'énergie, etc., il faut toujours, n'oubliez pas, si vous voulez bien, rester concentré sur l'idée que c'est toujours le terminal qui est en fait en cause. L'acquisition du terminal, même s'il faut évidemment mieux faire les choix si possible. Après, ça fait écho aussi à la question qu'est-ce qui est essentiel ou pas. On voit bien dans le cas du confinement qu'on ne sait plus qu'est-ce qui est un bien ou un service essentiel de première nécessité. La notion de bien primaire, secondaire est totalement sortie on est totalement paumé là-dessus. On voit bien les commentateurs sur ce sujet. Voilà, donc ça grimpe ces données-là et cette datasphère est de plus en plus lourde. On aura d'ailleurs sur cet après-midi un moment un sujet sur la question des données à nouveau à l'échelle sectorielle. C'est parfait. Voilà, donc là, effectivement, on voit bien que, alors pour revenir sur les émissions de gaz à effet de serre, qui n'est absolument pas négligeable, elles sont autour de 3,8-4% au niveau mondial. Ce qui est intéressant, ce n'est pas forcément en soi, parce que bon, elles étaient à 2% en 2007, hein, donc là, on a pratiquement doublé. Ce qui est le plus important et le plus inquiétant, finalement, c'est la croissance de ce taux. Donc là, c'est entre 8 à 10% par an, donc c'est un des secteurs qui croît le plus vite. Donc, dans ce sens-là, c'est beaucoup plus préoccupant que le en soi 4%. C'est 2 fois quand même l'aviation civile, sachant que l'aviation civile, on ne sait jamais trop exactement, parce qu'on ne compte pas la vapeur d'eau, etc. Enfin bon, c'est un vrai sujet. Mais enfin, grosso modo, on peut se dire que voilà. Après, il y a des secteurs qui sont beaucoup plus impactants du point de vue des gaz à effet de serre que le numérique. Mais là, le sujet est bien de zoomer sur cette question-là. Est-ce que la question du passage à la 5G, du déploiement massif de la 5G a été intégrée dans ces prévisions justement sans sobriété ? Alors vraisemblablement oui, parce qu'effectivement, ils étaient bien au fait de ces questions quand ils ont étudié cette thématique-là. Effectivement, la 5G va avoir un effet aussi dit rebond, à savoir qu'il va y avoir effectivement une explosion des flux et donc va favoriser une croissance aussi très, très forte des émissions de gaz à effet de serre. Vous parliez aussi de la consommation énergétique du numérique. Alors absolument, c'est vrai que c'est un fait. Pour vous donner un chiffre aussi français, je crois que c'est autour de 10% de la consommation électrique française. En revanche, c'est pareil, c'est un vrai sujet. Le Shift d'ailleurs s'en empare parce qu'en plus c'est vraiment sa spécialité historique. Hein. Le Shift Project s'est intéressé à la question numérique très tardivement, j'ai envie de dire, par rapport aux pionniers. Vous le citiez tout à l'heure, Anne, que ce soit greenIT.fr, mais surtout, j'ai envie de dire, Eco-Info du CNRS, qui a vraiment œuvré dès les premières heures. Et moi, je rends hommage à Françoise Berthoud, justement, qui a énormément travaillé et qui continue de le faire d'une manière très intelligente.
est très fine et très sensible. Donc l'énergie, effectivement, c'est un vrai sujet, mais il ne faut pas se canaliser, en tout cas, sur l'électricité, qui n'est pas un indicateur environnemental en tant que soi. C'est l'énergie primaire qui est un indicateur environnemental. Comment a-t-on fabriqué l'électricité que nous utilisons pour nos usages numériques? Si c'est avec du charbon, évidemment que c'est très impactant. Si c'est du photovoltaïque, ça le sera un petit peu moins. Si c'est du nucléaire, je vous laisse répondre à la question, etc. etc. Donc, ce qu'il faut avoir en tête, c'est que, évidemment, l'énergie est de plus en plus importante, la consommation énergétique. Donc, il faut l'avoir en ligne de mire, mais ce n'est pas forcément le seul sujet, loin de là. En tout cas, ce serait un sujet qui sera abordé aussi cet après-midi. Par exemple, quand on s'intéresse au collectif Chaton qui propose des hébergements alternatifs alimentés en électricité verte, par exemple, ce sera un sujet qu'on pourra aborder. Exactement. Et en plus, là, il s'agirait vraiment, puisque nous, on était chez Pâquerette, qui fait partie des chatons, et qui est vraiment de l'énergie primaire renouvelable. De faire en effet cette distinction, l'énergie verte de certaines grosses boîtes. Absolument. C'est vraiment de la bonne couleur, j'ai envie de dire. Oui, c'est aussi quand on parlait dans les mots pour le dire au démarrage, c'est en fait cette question d'utiliser des mots de sobriété et de responsable qui sont plus de l'ordre du greenwashing que d'une véritable sobriété ou prise de conscience. Ça peut souvent l'être, en effet. Ouais. Je résume sur cette slide, donc les indicateurs environnementaux, vous nous en avez parlé. Alors effectivement, il faut revenir très très rapidement si vous voulez bien. Ce qui est vraiment très très important à bien noter, c'est effectivement cette notion de finitude des ressources. Donc l'épuisement des ressources abiotiques, le puits n'est pas sans fond, c'est tout, c'est comme ça. D'ailleurs, Jules Verne en a bien parlé au cœur de Voyage au centre de la Terre. Il a eu vraiment des espèces de visions absolument incroyables. Il imaginait un peu la notion de finitude. Donc c'est tout à fait intéressant de le relire. Après, effectivement, on a la question du dérèglement climatique. C'est un autre indicateur qui est donc les émissions de gaz à effet de serre. Le CO2 étant le délégué de classe des gaz à effet de serre. Et moi, je préfère vraiment qu'on évite de dire carbone, parce que c'est faux, c'est pas le bon terme, même si on dit bilan carbone, mais c'est un glissement de terrain. Le bilan énergétique primaire, qui va être en kilowattheure. Et puis la tension sur l'eau douce, qu'on oublie toujours, en fait, qui est effectivement un vrai sujet. C'est une ressource absolument fondamentale compte tenu du stress hydrique mondial. Et nous, au nucléaire, par exemple, on est très gourmand en nucléaire, puisqu'on utilise beaucoup d'eau, et du coup, on va, pour notre électricité française, on va utiliser ça. Je notais aussi... c'est important d'avoir les... Bien sûr. Je notais sur la question des ressources abiotiques, quand je regardais un des tableaux que vous nous avez donné, on ne les a pas tous mis là, mais que sur certaines matières premières utilisées pour les composants électroniques, certains, au rythme aujourd'hui où on va en termes d'accroissement de la demande, on a 4 ans de matériaux devant nous à l'échelle de la planète. Et en fait, c'est assez fou de se rendre compte de ça. Je lisais dans certains rapports qu'en gros, au rythme où on va, on a de quoi fabriquer nos composants électroniques pour à peu près une vingtaine d'années, et dans 20 ans, on n'aura plus de quoi les fabriquer. Est-ce que c'est à peu près les chiffres qu'on voit? Je vois que sur le lithium, on avait plus de temps. Le lithium, c'est les batteries notamment. Mais je fais un petit pas de côté. Je parle de ce push, cette énorme tendance sur les voitures électriques où on commence à entendre des voix dissonantes qui disent « mais attention, les voitures électriques, c'est pareil, ça pose un gros problème écologique ». Du coup, vous pouvez nous donner un ou deux chiffres ou confirmer ce que je viens de donner? Effectivement, la fameuse vingtaine d'années, vous avez tout à fait raison. Il faut être très très prudent par rapport à ça. En fait, il ne s'agit pas vraiment de chiffres de géologie, mais de chiffres effectivement de réserves actuelles, c'est-à-dire au coût économique actuel. Donc c'est important de le dire, mais ce qu'il faut vraiment retenir, en effet, c'est cette vingtaine partie des métaux. Et ce qu'il faut retenir, c'est effectivement cette tendance-là et cette notion vraiment de finitude. C'est-à-dire que ce soit 10, 15 ou 20 ans, à la limite, ça ne change pas grand-chose parce qu'à notre échelle, c'est très très peu. Mais par contre, ça risque d'être court, et ça prouve aussi que les fabricants sont extrêmement court-termistes et ne se soucient pas assez et ne s'interrogent pas assez sur le fait que qu'est-ce qu'ils vont faire dans 10 ans, dans 15 ans, dans 20 ans. Bon, d'un point de vue économique, moi, ça m'est un peu égal qu'ils fassent faillite. Par contre, ce qui est intéressant, c'est de se voir comment on va rebondir et comment on va continuer à fabriquer. Vraisemblablement, on fabriquera moins. Peut-être aussi qu'il nous faut ce clash-là pour comprendre les choses, je ne sais pas. Mais en effet, ce sont des chiffres qu'on retrouve souvent. Il ne faut pas les retenir à la lettre. Les 5 ans et demi ou les 7 ans de l'antimoine, par exemple, c'est un truc assez important qu'il faut noter. Mais voilà, il y en a d'autres. Alors là, effectivement, je vois que vous avez effectivement retenu
la slide qui compare. Alors ça, c'est justement issu des travaux de greenIT.fr, les 2 récents. Monde France, c'est intéressant parce que du coup, si on regarde, je ne vais pas revenir sur les chiffres mondiaux, mais on voit bien que là, par exemple, en eau, donc en fait, je me suis permis de faire cette infographie à partir des 2 rapports pour que ça soit plus clair. Donc, on est beaucoup plus gourmand en eau en France à cause du nucléaire. C'est énorme. Et puis, en termes d'énergie primaire, on est un petit peu plus que la moyenne mondiale, en gaz à effet de serre également, etc. Donc, voilà. Ça, c'est bien de l'avoir sous la main. C'est pas forcément à apprendre par cœur, mais enfin d'avoir une bonne idée quand même. On est plus émetteur quand même, on est plus énergivore et on consomme plus d'eau. Voilà. Après, les ressources abiotiques, c'est en valeur absolue, donc c'est moins frappant pour nous parce qu'on ne se rend pas compte, il faudrait savoir à pays égal, population égale, etc. Donc ça, voilà, c'est juste pour l'information. Mais c'est intéressant de voir qu'on est très mauvais élèves en France, en fait. Sans parler des équipements dont on a parlé tout à l'heure. Oui, d'ailleurs, vous nous reparliez de cycle de vie. On va passer assez rapidement sur ces dernières slides pour donner la parole à Maxime Gage. Mais donc, j'avais cette slide qui reparlait de cette question de fin de vie. Vous en aviez parlé, exportation illégale versus collecte, avec la question du recyclage qui est une vraie problématique aujourd'hui. Absolument. Alors, donc, l'équivalent de 4500 tours Eiffel sont jetées tous les ans. 4500 tours Eiffel, une tour Eiffel faisant 11 tonnes. Si vous faites un peu le calcul. Bon, il ne faut pas s'arrêter aux chiffres exacts non plus, mais grosso modo, 70%, il semblerait que 70% de nos déchets sortent illégalement. C'est normalement la Convention de Bâle qui réglemente tout ça, mais malgré tout, c'est un vrai sujet. En fait, c'est tout simplement versus la collecte filière réglementaire qu'on voit sur la gauche. En fait, ce qu'il faut retenir, c'est que si vous mettez votre ordinateur dans la rue, il y a de fortes chances pour qu'il soit désossé et qu'il aille en partie là-bas, là où vous avez vu, à Goblochi, au Ghana, là, dans le film Welcome to Soda. Donc, c'est important vraiment de se dire, d'une part, qu'on a une filière réglementaire en France qui nous vient de l'Europe, hein, avec les directives des 3E, etc., avec 3 hypothèses. Idéalement, c'est la première qu'il faut retenir, c'est le reconditionnement et la réutilisation. Ensuite, dans un deuxième temps, le recyclage matière qui est extrêmement peu facile à faire en numérique. Une grande partie des métaux, c'est moins d'1%. Et puis, au dernier recours, valorisation énergétique. Mais sinon, il faut absolument, dans tous les cas, éviter l'exportation illégale qui alimente aussi des travailleurs. C'est-à-dire qui vont à 20 ans avoir toutes les maladies. On l'a vu légèrement dans le trailer. Il y aurait beaucoup à dire, mais... Bien sûr. Je vais devoir passer très vite cette slide et passer la parole, mais en gros, on pourra repartager cette image aussi qui me permet de voir quelles sont les composants, si j'ai bien compris, les plus compliqués à recycler et les plus problématiques en termes de fabrication. Ouais. Ceux qui sont entourés, c'est ceux qui sont... Alors ça, c'est vraiment un smartphone. Et ceux qui sont entourés, ils sont recyclables à hauteur seulement de 1%. Voilà, il y a terres rares et les métaux rares. Les terres rares étant les oranges. Voilà. Ok. Et on voulait finir sur cette image que vous aviez sélectionnée, Bella, qui est une œuvre d'un artiste. Oui, absolument, qui s'appelle Paul Bonomini et qui se trouve vers Exeter en Angleterre et qui en fait représente, donc cette sculpture représente l'intégralité le nombre d'appareils qu'on utilise dans une vie d'homme, d'être humain en tout cas. Et ça a la vertu de pouvoir bien montrer la lourdeur et la pesanteur de tout notre usage finalement, de tout ce qu'on a consommé. Vous remarquerez les petites dents, je ne sais pas si vous le voyez, les grosses dents pardon, qui sont faites par exemple de souris. D'accord. Voilà. Mais sinon, voilà, c'est très beau, vous pouvez voir plein d'images sous différents angles. C'est magnifique, c'est très impressionnant et symboliquement, je trouve que c'est frappant de voir qu'on consomme tout ça, qu'on avale tout ça, chacun autant que nous sommes, numériquement parlant, et on ne s'en rend pas compte puisque ce n'est pas visible. Ça permet de rendre visible l'immatériel, ce qui est le motto de Poignard, d'ailleurs, et le mien en particulier. Vous pourrez retrouver cette œuvre, c'est donc The We, W-E-E, plus loin Man. Et si vous tapez ça et sculpture ou artiste, vous pourrez retrouver l'œuvre prise sous toutes les coutures. Je vais enchaîner sur une vidéo qu'on a sélectionnée et ensuite je donnerai la parole à Maxime.
commencement était Internet. Des ordinateurs reliés entre eux grâce à une prise téléphonique. Puis vinrent les emails, le web, les pages perso, lointains ancêtres des réseaux sociaux où l'on racontait ses peines de cœur, où l'on affirmait ses opinions politiques et où l'on partageait des photos de chats mignons. À cette époque, Internet était anarchique, confus et libre. Puis arriva Google et son algorithme de recherche révolutionnaire. Depuis, Internet est devenu un outil formidable pour ne vous montrer que ce que vous avez envie de voir. Grâce aux algorithmes de Google, mais aussi ceux des réseaux sociaux Facebook en tête, l'Internet que vous consultez est devenu un Internet personnalisé. On a ainsi appris en 2011 que Google prend en compte 57 signaux différents avant d'apporter une réponse à votre recherche. Âge, sexe, dernière recherche, géolocalisation et même la résolution de l'écran ou la fréquence de vos clics, etc. Expérience avec un ami. Il y a des chances qu'en tapant la même requête sur votre moteur de recherche favori, vous ayez des résultats différents. Ce qui n'est pas très grave quand on recherche des photos de chats mignons, mais devient tout de suite plus dangereux quand il s'agit de résultats concernant l'actualité ou les questions politiques. Les algorithmes nous enferment donc dans une bulle cognitive et réduisent notre vision du monde à ce que nous aimons déjà, ce qui peut avoir des conséquences sur la démocratie. Autre exemple de l'effet de ces bulles cognitives avec le Brexit, puis la victoire de Donald Trump, dont les résultats des votes n'avaient pas été anticipés par la grande majorité des médias et des spécialistes. Et notre dépendance de plus en plus grande aux réseaux sociaux risque d'empirer la situation. Selon un nouveau rapport, plus des 2 tiers des Américains s'informent désormais via les plateformes sociales. Facebook est largement en tête de ces réseaux sociaux. Or, il ne vous a pas échappé que le réseau social de Mark Zuckerberg dispose aussi de son algorithme qui sélectionnerait pour nous 300 publications sur les 1500 que l'on pourrait voir à chaque fois que nous ouvrons notre compte. En voulant nous rapprocher de nos amis les plus proches et les plus actifs sur le réseau, Facebook nous enferme donc dans une bulle dorée. Contre cette fatalité, il est utile de se rappeler que l'algorithme ne nous enferme que si nous nous laissons enfermer. Ce dernier ne fait qu'accentuer nos propres comportements et nous conforte dans nos propres opinions. Alors, multipliez vos sources d'informations. Sur Facebook par exemple, likez des médias ou des groupes aux idées divergentes des vôtres. Soyez curieux. En bref, ne laissez pas votre vision du monde être guidée par un algorithme. On est bien loin de la sérendipité du web de l'origine. Et c'est vrai quand on entend que les algorithmes nous enferment dans une bulle et ne nous invitent pas à aller explorer le monde, ça va un peu à l'encontre de ce qu'on pourrait imaginer comme rôle pour nos institutions culturelles. Je passe la parole à Maxime Gage, co-auteur de Déclic, qui invite à un Internet libre, sans surveillance et sans dépendance, pour une intervention autour de ces questions d'exclusion, de biais, de fuite de données, d'économie de l'attention générées par les GAFAM aujourd'hui et cette réalité dont il faut qu'on ait conscience. Bonjour. Bonjour Anne, bonjour tout le monde. Merci beaucoup pour cette invitation. Et merci Bella Lotto pour cette intervention juste avant qui était extrêmement complète et détaillée. Et c'est vrai que sur ce sujet, c'est pas toujours facile de comprendre et merci beaucoup. Et donc effectivement, cette question des bulles d'information qui sont évoquées dans la vidéo qui a été montrée, elle est aussi importante pour notamment la question écologique et comment on fait pour que les gens soient au courant de ces questions-là, justement. Donc, il y a même du point de vue écologique, je dirais qu'il y a une importance à comprendre comment fonctionnent ces algorithmes, quelles sont leurs limites et comment faire pour tenter d'en sortir. Et c'est vrai que donc avec Déclic, avec ma co-autrice Anne-Sophie Jacques, nous avons travaillé sur toute la première partie à tenter de détricoter en fait, je dirais cette situation et essayer de comprendre aussi quelle est la situation économique derrière des GAFAM, quel est le modèle qui fait qu'aujourd'hui on se retrouve enfermé dans ces bulles. Là, dans la vidéo, il est expliqué qu'il y a un algorithme, mais ce qui est important de comprendre, c'est que derrière, il y a tout un modèle économique qui est lié à l'économie d'attention. Alors, peut-être que c'est déjà bien connu parmi vous.
ce qu'on peut peut-être, un premier point que je voyais d'un point de vue assez, assez rapide à évoquer, c'est que c'est vrai que on voit que de plus en plus d'institutions culturelles se mettent maintenant à utiliser Facebook, Instagram pour toucher leur public, puisqu'on dit que c'est là qu'ils sont, et c'est vrai. Pour autant, ce qui est important à saisir, c'est que la mécanique de Facebook est faite pour pousser les créateurs de contenu à payer pour avoir du reach. C'est-à-dire que donc le reach, c'est la capacité de vos contenus à toucher l'ensemble des gens. Et donc il y a un vrai point de vigilance à cet endroit-là, puisque les budgets que vous allez allouer en fait pour pousser les contenus que vous envoyez sur ces réseaux et les faire connaître vont demander de plus en plus de budget. Soit des budgets en termes directement d'achat publicitaire sur les plateformes pour que les contenus soient poussés, soit de budget en termes de création de contenu. Et donc ça représente un vrai point de vigilance à avoir sur le long terme. L'autre question qui était évoquée par Anne, c'est la question de la diversité des approches. Et donc, effectivement, c'est une vraie question quand on est une institution culturelle dont la mission est de développer toute forme de diversité d'approches et de pratiques artistiques. Comment on fait finalement quand en face, les personnes vont finalement regarder que ce qui est déjà familier pour elles. Et là aussi, on pourrait tenter des choses, et ça va demander beaucoup de travail. Moi, ce que je voulais apporter ici, c'est que les institutions, de par leur position d'autorité aussi dans la société, elles vont participer d'une logique de légitimation en fait, de ces plateformes. Donc, il y a une vraie responsabilité à cet endroit-là. Et donc, si on essaye un peu je dirais de décomposer ce à quoi elles participent, quels sont les éléments auxquels ces institutions participent à légitimer. Alors, on pourrait dire déjà que ces médias sont addictifs, en fait. Facebook, Instagram, Snapchat sont des plateformes qui sont designées pour être addictives. Car elles fonctionnent avec l'engagement, et donc leur but, c'est que les personnes restent le plus longtemps possible dessus. Il n'y a pas d'autre but. Ce sont des médias, des plateformes qui sont excluantes. Je ne sais pas si voilà, vous êtes au courant, mais sur Instagram, par exemple, maintenant, Instagram a refermé en fait l'accès à ces contenus uniquement aux personnes qui ont un compte sur Instagram. Donc, si par exemple vous faites une story, un live, vous envoyez des contenus qui vont être destinés que à Instagram, eh bien, il y a les personnes qui souhaitent ne pas y être ou qui n'ont pas de compte Instagram ne pourront pas bénéficier de ces contenus-là. Sur Facebook, ce n'est pas encore le cas, mais il y a fort à parier que peut-être à un moment ce sera le cas. C'est une logique claire avec toutes ces plateformes qui, dès qu'elles commencent à atteindre une masse critique, vont avoir tendance à refermer en fait leur plateforme. Et c'est excluant aussi du fait que les algorithmes vont aussi pousser certaines formes. Par exemple, il y a une étude qui est sortie en juin dernier par l'association Algorithm Watch qui montre qui a donc étudié plusieurs milliers de publications sur Instagram et qui montre que pour les influenceurs ou influenceuses, eh bien, leurs contenus vont beaucoup mieux fonctionner s'il y a une partie de leur corps qui va être dénudée ou s'ils vont être en bikini ou en sous-vêtements, etc. Donc, et s'ils ne le font pas, eh bien, leurs contenus vont moins bien fonctionner. Et par ailleurs, il y a une vraie crainte de beaucoup d'influenceurs et d'influenceuses de critiquer la plateforme parce qu'il peut y avoir ce qu'on appelle du shadow banning, c'est-à-dire qu'en fait, ils peuvent se retrouver avec leur compte qui vont perdre tout d'un coup de leur influence ou de leur capacité à reacher leur audience du jour au lendemain, parce qu'effectivement, on n'est jamais maître de ce que derrière, quelles vont être les réactions de la plateforme de Facebook assez critiques. Et enfin, il y a aussi le fait que ces plateformes mettent en danger nos démocraties à travers à la fois donc ces bulles cognitives qui
diminue nos capacités au débat ou qui nous enferme dans des... Et c'est plus une question finalement de vision même sur la réalité, ça devient même ce qui forge notre réalité, puisque avec les fake news, etc., même les gens ont différentes façons même d'approcher les faits. Donc là, il y a un vrai souci au niveau de la capacité à faire société. Et puis, je vous invite à regarder tout ce qu'on a appris grâce notamment au scandale Cambridge Analytica, qui a permis de mettre en lumière ces pratiques, notamment utilisées par les politiques pour cibler en fait les personnes et influencer de manière concrète les résultats des votes. Voilà, déjà peut-être pour ces premiers points. Un moment, quand on discutait, vous me parliez donc d'exclusion. Il y a la question d'exclure les personnes qui ne sont pas dans le site, mais justement, est-ce qu'on peut creuser un petit peu? Parce que nous, nos missions dans les institutions culturelles, c'est celle plutôt d'inclure au maximum avec une vision de la conception universelle, donc d'inclure tous tels que les personnes se présentent. Et c'est vrai que les réseaux sociaux ont plutôt tendance à segmenter et à exclure. Oui, oui, tout à fait, ça exclut, et puis peut-être que vous l'avez déjà expérimenté dans vos institutions lorsque vous avez peut-être voulu communiquer sur telle ou telle œuvre, en vous rendant compte que certaines pouvaient mieux fonctionner que d'autres en termes de communication, et donc il y a aussi là un vrai enjeu, comment on sait que ces algorithmes vont participer à pousser tout ce qui va tout ce qui va jouer sur les émotions, et beaucoup sur la colère. On sait qu'il y a eu pas mal d'études sur ça qui montrent que les émotions du type colère vont participer à rendre les contenus plus viraux. Et donc, comment on fait pour parler de sujets comme les sujets, par exemple, qui ont été abordés par Bella Lotto, qui nécessitent peut-être un peu plus de complexité, de réflexion. Comment on fait pour faire passer ces contenus-là? Aujourd'hui, c'est un vrai problème. Donc, Facebook, YouTube, etc., ne sont pas forcément adaptés à la diffusion de ces contenus-là en l'état. Oui, c'est-à-dire que la place à la complexité, à la subtilité et à l'ouverture vous parlez que ça n'invite pas à sortir de sa zone de confort. Pas forcément, exactement. Donc moi j'ai pu le voir, j'ai travaillé pendant 2 ans chez Deezer en tant que chef de produit, et j'ai été notamment en contact avec les personnes qui faisaient les algorithmes de découverte musicale. Et c'était très intéressant à voir de la manière dont, si vous voulez, quels sont les indicateurs qui sont pris lorsqu'on travaille sur un algorithme qui vise à susciter la découverte musicale. Et donc, effectivement, les personnes qui travaillaient dans ces équipes étaient aussi sujettes à des tensions économiques, puisque voilà, toutes ces entreprises lèvent beaucoup d'argent, ne sont pas toujours rentables, etc. Et donc, elles doivent garder on parle d'utilisateurs le plus longtemps possible. Et donc, ce qu'on faisait, c'est que voilà, il y a cet algorithme, on le voit, et puis en face, on regarde aussi quel va être forcément l'impact sur l'engagement des personnes. Et donc, est-ce qu'elles vont rester sur la plateforme ou est-ce qu'elles vont avoir tendance à partir? Et on peut s'en douter, mais de manière assez évidente, dès qu'on va sortir les gens un peu trop de leur confort, eh ben, quand on regarde statistiquement, les gens vont avoir tendance plus à partir de la plateforme, à cliquer ailleurs, à s'en aller. Et donc là, il y a un vrai enjeu, c'est-à-dire est-ce que les plateformes sont prêtes à prendre le risque de se dire, eh bien, on va diminuer peut-être l'engagement, on va prendre des risques financièrement, donc, mais pour susciter une plus grande diversité d'approches. Et donc, selon les plateformes, selon qu'effectivement ça fait partie de la promesse de la plateforme, eh bien, l'entreprise qui est derrière fera plus ou moins d'efforts. Donc c'est vrai que dans la musique, cet effort, il a été fait un peu plus parce que c'est aussi ce qu'on attend. En tout cas, une bonne partie des gens qui vont sur Spotify ou Deezer attendent de découvrir de la musique. Donc il y a des dispositifs qui sont mis en place pour ça et qui tentent d'amener les gens vers de la découverte musicale tout en restant un peu dans la familiarité, etc. Donc aller dans des approches un peu progressives. Mais est-ce que Facebook, par exemple, a cet intérêt-là? Est-ce que Instagram a cet intérêt-là? C'est pas forcément dit. Parce que le modèle économique n'est pas le même. C'est-à-dire que sur Spotify ou Deezer, ce sont les personnes qui écoutent la musique qui payent,
Donc, le produit s'adresse à elles et s'améliore pour ces personnes-là directement. Sur Facebook, Instagram, la problématique, c'est que nous, on ne paye pas, enfin, en tout cas, ça ne nous coûte pas d'argent, ça nous coûte en données, en tout ce qui est surveillé, et les personnes qui payent Facebook, ce sont les annonceurs. Et par exemple, pour juste donner un ordre d'idée, Trump, la dernière campagne présidentielle, c'était 50 millions de dollars investis rien que sur la plateforme Facebook. Donc, ça représente énormément d'argent. Et donc, voilà, quand on voit ça, on sait aussi comment vont être designés et comment vont être prises les décisions sur ces réseaux sociaux. Merci Maxime. Il y avait un concept que je trouvais très intéressant qui était celui du rating versus ranking. Mais Oui. là, on va essayer de voir s'il y a des questions. Sinon, on verra si on peut en reparler. Sinon, on pourra en parler dans le compte-rendu. Est-ce qu'il y a des questions parmi les participants? Alors, il y avait une question tout à l'heure qui a été mise sur le chat de Mathieu Gamero, c'était plutôt pour la partie d'intervention de Bella. Donc, du coup, je peux peut-être commencer par donner la parole à Mathieu sur cette question. Très bien. Mathieu, normalement, je t'ai donné la parole. Oui, bonjour. Bonjour. Voilà, merci de me donner la parole. En effet, c'est une question que j'avais formulée avant la toute dernière partie, où en effet, il était différencié les circuits de retraitement, on va dire, plus ou moins vertueux, ou qui tendent vers, et justement le dépôt sauvage qui amène à ce que les équipements se retrouvent dans des décharges à ciel ouvert, comme on avait dans le premier au tout début de son intervention. Ma question, c'était un peu, finalement, des fois, on a des citoyens qui essayent de faire les choses à peu près correctement, ou en tout cas tel qu'on nous dit que c'est correct de le faire. Et notamment, c'est le cas pour les déchets plastiques où dans nos fameuses poubelles jaunes, on se dit que c'est bien, on a fait le travail, mais derrière, le traitement n'est pas forcément bien et il y a des tonnes et des tonnes de déchets qui se retrouvent à des milliers de kilomètres parce que en fait, c'est de l'argent aussi. Donc, je me demandais quelle était la part aussi finalement de ce détournement où on demande aux citoyens de faire les choses correctement et derrière, il y a des enjeux économiques qui font que cette masse, qu'il y a une partie qui est détournée. Voilà, grosso modo, c'était ça. Anne, je réponds? Oui, Bella. C'est une question très pertinente. Je ne dirais pas que forcément je pourrais vous répondre au niveau des taux, etc. En revanche, ce qu'on peut dire, c'est qu'il n'y a pas assez d'informations sur la question de où est-ce que je peux collecter. Comment je peux participer à la collecte? Ça, c'est une chose déjà. Pas assez d'informations, mais il y en a quand même pas mal. Mais peut-être que les citoyens n'ont pas envie d'entendre ça aussi, je ne sais pas. Enfin, il y a un petit hiatus là-dessus. Deuxièmement, il y a la question aussi de savoir… c'est une vraie mafia, hein, cette histoire des 3 œufs détournés. C'est assimilable au trafic de drogue. Donc, c'est vraiment pas rien. Même Interpol est sur le coup, entre guillemets. Hein, donc, c'est vraiment sérieux. C'est vraiment des détournements, alors qu'effectivement, un cadre est quand même très vertueux. Donc, c'est une question vraiment délicate. Je crois que c'est un défaut d'information. C'est un défaut surtout de sensibilisation. Et là, on est en plein là-dedans, parce que je pense que le nerf de la guerre, c'est vraiment la sensibilisation. Et du coup, il faudrait expliquer à tout citoyen que la fin de vie est quelque chose d'extraordinaire parce qu'on peut avoir une deuxième vie, vivre correctement le mieux possible. Mais voilà, on peut faire 2, 3 vies. Pour revenir sur votre question, effectivement, les Nations Unies évaluaient. On avait des petits problèmes de connexion, Bella. L'exportation. Eh bien, je n'y peux rien. Malheureusement, c'est mon fournisseur d'accès qui va falloir appeler en lui disant « Cher monsieur, c'est revenu correctement ?» Là, ça va, oui. D'accord. Ce que je voulais juste dire, donc c'est difficile à mesurer, c'est vraiment un truc c'est vraiment mafieux, mais c'est vraiment un défaut aussi d'intérêt, de sensibilisation. Ça a à nouveau coupé, Bella.
Bella, est-ce qu'éventuellement vous pouvez de... Bella, est-ce que vous pouvez arrêter votre vidéo, voir si on a une meilleure bande passante et qu'on vous entend mieux? Avec plaisir. Ouais, Ça ouais. marche. Peut-être que ça va soulager un petit peu l'histoire. Et ce que je disais, ça c'est peut-être le plus important, c'est qu'il y a une vraie confusion entre recyclage et collecte. Et en fait, on a l'impression quand on met au bon endroit que voilà, c'est recyclé. Non, il y a une distance absolument incroyable entre la collecte et le recyclage. Donc, c'est vraiment pas du tout la même chose. C'est pas parce qu'on met un truc au bon endroit que ça va être recyclé. C'est pas le cas du tout. Il y aurait beaucoup à dire en fait sur la fin de vie. Donc, j'avoue que là, sais pas que je botte en touche, hein, c'est simplement que il y a plein de biais, il y a plein d'axes qu'on pourrait prendre pour répondre à cette question en détail. Merci Bella. Je crois qu'il y a une autre question. Il y a une question de Cyril Leclerc, je vais lui donner la parole. C'est une question pour Maxime Gage. Cyril? Alors, Oui, bonjour. Bonjour Maxime. Moi j'ai une question. Je sais pas, je pense que vous êtes au courant, mais je ne sais pas si tous les auditeurs le sont, donc je vais juste remettre dans le contexte. Cet été, les GAFA, les représentants des GAFA ont été convoqués au Congrès américain, justement parce que leur position hégémonique est remise en cause. Il se murmure que, par exemple, Google serait contraint de revendre Google Chrome pour avoir moins de position hégémonique. Est-ce que c'est les États qui s'agitent en vain, ou est-ce que c'est plutôt une bonne nouvelle, justement, qu'on commence à s'intéresser à l'hégémonie de ces quatre structures, ce qui rappelle un peu les fameuses lois antitrust qu'il y avait eu, je crois que c'est à la début 20e, fin 19e. Est-ce qu'on va vers un démantèlement de ces acteurs, ou est-ce que c'est juste, voilà, on en est très très loin? oui. Oui, Maxime. Merci Cyril pour cette question. Je je saurais pas dire si ce démantèlement déjà, on verra ce qui va se passer. Euh, Microsoft avait subi ça à l'époque avec Internet Explorer, qui était inclus dans Windows et qui faisait une compétition inégale vis-à-vis du navigateur Netscape. Peut-être que ça changera les choses, peut-être que ça permettra à d'autres nouveaux acteurs économiques d'entrer, mais je ne suis pas sûr que nous, à notre échelle d'usagers, ça changera beaucoup. De ce côté-là, je serais plutôt du côté de la régulation, en fait. Il y a la Commission européenne qui travaille beaucoup sur ça, de travailler à la suite du RGPD. Aujourd'hui, par exemple, on a ce qu'on appelle donc la portabilité. On peut télécharger nos données qui sont sur Facebook ou Twitter, mais on peut rien en faire. Et moi, là où je milite, disons, c'est sur l'interopérabilité. C'est-à-dire qu'il faudrait, là où je pense que ça aurait plus d'impact, ce serait que voilà, l'Europe ou les États forcent ces acteurs à être interopérables. C'est-à-dire que, par exemple, on ne se pose pas la question, quand on est abonné chez Orange, on peut appeler quelqu'un qui est chez Free ou Bouygues sans problème. On ne se dit pas qu'il nous faut un abonnement chez chaque opérateur. Ça nous paraît totalement normal qu'on puisse envoyer un texto à quelqu'un qui est sur un autre opérateur. Pour autant, on a totalement accepté le fait que quand on écrit un message sur Messenger, ça ne puisse pas arriver chez quelqu'un qui va avoir Telegram ou Signal ou telle autre appli de messaging. L'interopérabilité, elle est là. C'est-à-dire qu'il faudrait qu'il y ait une vraie pression pour que demain, en tant qu'usager, je puisse me dire, eh bien, moi, je n'ai pas envie de participer au modèle de Facebook. Pour autant, je ne veux pas perdre le lien avec mes ennemis qui sont dessus. Et donc, je devrais pouvoir être à même de pouvoir switcher, changer voilà, d'opérateur, aller sur un autre réseau social qui fonctionne avec un autre modèle économique qui me paraîtrait plus aligné avec moi, mes conceptions et ce que je voudrais de la société, et que pour autant, en allant là-bas, je ne perds pas le contact avec mes amis, etc. Donc pour moi, le démantèlement ne va pas forcément apporter ça, il va apporter peut-être de nouveaux acteurs, il va peut-être un peu plus morceler le pouvoir, mais là où je pense qu'il faut se défendre vraiment les choses, c'est sur l'interopérabilité. Merci. Sur l'interopérabilité, du coup, il y a des travaux en cours pour militer là-dessus à l'échelle de l'État ou de l'Europe, par exemple? Alors, je sais que
Monsieur Soriano, donc, qui est à la direction de l'ARCEP, il défend beaucoup cette idée. À la Commission européenne, il y a une nouvelle cellule qui s'appelle le DG qui maintenant va travailler au sein de la Commission européenne à mettre en place des outils open source, interopérables au sein même de la Commission européenne pour pouvoir faire un peu exemple et montrer l'importance que les communs numériques ont pour une stratégie future du numérique pour l'Europe. Et il y a également le travail de Joël Toledano qui a sorti un livre récemment qui s'appelle GAFA, reprenons le pouvoir, qui aussi défend cette idée de la régulation par l'interopérabilité.